Donc, ravi de vous retrouver avec cette courte pause. Donc, depuis que cette journée a commencé, on a rencontré d'ailleurs à plusieurs reprises la question de l'innovation finalement, parce qu'il suffit, pour ne prendre que ces deux exemples-là, parmi d'autres, de songer à ce qui nous a été expliqué par exemple sur la modélisation des coûts de la santé, mais aussi à cet outil qui est l'application mobile de la plateforme Signalement Ambroisie. Mais maintenant, nous allons nous intéresser à d'autres innovations et qui ne manquent pas d'ailleurs de faire rêver d'une certaine façon. Nous allons le voir parce que c'est assez impressionnant pour certaines d'entre elles. Et donc, quels outils futurs pour lutter contre l'ambroisie? Mais d'abord, donc, selon un rituel éprouvé, Olivier, si vous en êtes d'accord, un nouveau quiz. Je vous donne le code 38 68 39 35, 38 68 39 35. Selon vous, laquelle de ces pratiques est la plus innovante et prometteuse? Donc, lutte biologique, télédétection, valorisation des sous-produits de l'ambroisie et modification des pratiques agricoles. Alors, la pause, c'est peut-être un peu éternisé, mais Olivier, peut-être on peut, en dépit du fait que pour l'instant, voilà, il y a déjà au moins une réponse. 100% lutte biologique, voilà. Oui, effectivement. On va laisser à chacun le soin de se... Donc, on voit les chiffres qui évoluent. Il est clair que la question est bien posée, au sens où c'est pas laquelle préférée, hein, elles sont tous nécessaires. Et laquelle est la plus enthousiasmante et la plus concrète et la plus, à portée de main peut-être aussi. C'est peut-être comme ça que ça a été compris. Donc effectivement, parmi les propositions, la lutte biologique ressort. On va voir un exposé tout à fait passionnant sur cet aspect-là. La télédétection, en termes de technologie, là, avec une innovation tout à fait remarquable et inattendue peut-être pour le grand public aussi, ça aura cet aspect-là. Et puis, les modifications des pratiques agricoles qui est assurément effectivement une innovation aussi, parce que l'innovation, c'est pas que dans la technologie, c'est aussi dans les savoir-faire. Et on aura une intervention de Bruno Chauvel intéressant. Donc, ça va être passionnant, ce qui suit, à mon sens. Merci Olivier. Donc, recherche en cours sur la plante et valorisation. Alors, on va commencer cette session, on va entendre Vanille Quinty, Yvoda, Bruno Chauvel, que nous avons déjà entendu à plusieurs reprises depuis ce matin, Nicolas Desneux et Urs Schaffner. Donc, ce que je propose à l'ensemble des intervenants, c'est de les présenter au moment où ils feront leur propre exposé pour que l'on avance. Donc, on va commencer avec vous, Vanille Quinty. Donc, vous êtes doctorante au laboratoire Environnement, Dynamique et Territoire de la Montagne, Editem USMB CNRS. Vous préparez une thèse autour de la valorisation de plantes invasives donc sur le territoire Savoie-Mont-Blanc, stratégie de chimie verte et d'économie circulaire, du nom donc InvaValve. Donc c'est le nom de votre projet et l'intitulé de votre intervention, donc valorisation de plantes invasives sur le territoire Savoie-Mont-Blanc, stratégie de chimie verte et d'économie circulaire. Donc, Vanille Quinty, on vous écoute. Bonjour, je vous vois, vous avez une dizaine de minutes. C'est à vous. Merci. Eh bien, bonjour à tous. Merci pour la présentation. Je tiens à remercier l'Observatoire et Fredon de me permettre de présenter mes travaux de recherche aujourd'hui. Donc effectivement, je travaille sur la valorisation de plantes invasives ou espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire Savoie-Mont-Blanc, donc représenté par la Savoie et la Haute-Savoie, via des stratégies de chimie verte et d'économie circulaire. Donc c'est un projet qui est porté par le Conseil Savoie-Mont-Blanc et également une entreprise qui est Ecovivo, une filiale de Vinci Terrassement et Construction, et qui est en collaboration avec également l'Institut de chimie organique analytique d'Orléans. Alors le laboratoire est situé sur le campus de Savoie Technolac, donc l'Université Savoie-Mont-Blanc. C'est un laboratoire donc de nom Editem, on l'a dit, pour environnement, dynamique et territoire de montagne, sur la diapo suivante, qui en fait a pour objectifs généraux de travailler sur différents types de déchets,
Des déchets qui peuvent être issus du milieu agricole, de l'agroalimentaire, ou encore des déchets issus de la gestion, comme c'est le cas pour mon sujet de thèse, avec les plantes invasives. Alors, le but du laboratoire, c'est vraiment de leur trouver un exutoire à ces déchets qui, finalement, pour nous, vont être reconnus comme des nouvelles ressources. Et le but, c'est vraiment de leur trouver une valeur ajoutée dans les industries, par exemple, de la cosmétique, de la pharmaceutique, de la nutraceutique, etc. Alors, on travaille en fait sur des procédés d'extraction et de transformation qui vont nous permettre d'obtenir des extraits de ces plantes-là, de mieux comprendre un petit peu de quoi elles sont constituées et surtout d'aller vers une voie de valorisation spécifique dans l'un des domaines cosmétiques, etc. Donc, c'est vraiment une démarche qui s'inscrit des globales d'économie circulaire et qui a pour but de soutenir un petit peu cette gestion des plantes, en même temps travailler à restaurer un petit peu notre biodiversité. Et souvent, ces espèces exotiques envahissantes, elles menacent notre biodiversité, elles affectent les espèces locales et elles vont avoir des conséquences souvent écologiques, économiques ou sanitaires négatives, comme on l'a vu tout au long de cette journée. Alors, sur la diapo suivante, on a différents gestionnaires ou acteurs sans qui ce type de projet ne pourrait pas avoir lieu, car on a besoin de toutes ces personnes pour mieux comprendre les différentes problématiques qui sont liées aux espèces exotiques envahissantes, à essayer d'apporter de nouvelles solutions en termes de gestion. Les gestionnaires, ils sont évidemment impliqués à différents niveaux. On en a qui viennent directement avec nous sur le terrain. On retrouve des syndicats, des communautés de communes, le département également qui est très impliqué à nos côtés. Et donc le but, c'est vraiment sur la diapo suivante, on a travaillé sur une stratégie de valorisation. Donc, le but du projet, qui a commencé en octobre 2019, était dans un premier temps de dresser un inventaire de toutes ces espèces qui étaient présentes dans le 73 et le 74. Donc, il y en a un bon nombre, pour ne pas dire quasiment une centaine, donc qui sont plus ou moins présentes sur les territoires. Et en vue des gestionnaires et de leur retour d'expérience à la fois sur le terrain, leur suivi sur les différentes années, on a des informations qui sont très importantes pour la suite et ça nous permet de mieux appréhender à la fois les difficultés techniques et environnementales qui vont être associées à la collecte et pour nous à leur utilisation. On a également une partie bibliographique qui est très importante au démarrage, qui nous permet un petit peu de connaître les différentes molécules qui sont présentes déjà dans la littérature, les applications qui existent déjà, et également des marchés potentiels qui pourraient être associés en vue d'une valorisation. Donc, cette stratégie, elle a permis, dans un premier temps, d'isoler 12 espèces qui ont été réparties en fonction de leur mode de reproduction. Et on a décidé de choisir au moins une espèce dans l'une de ces catégories. Donc, on retrouve certaines qui ont été citées dans la journée. On a la datura qui est connue pour ses propriétés, on va dire, narcotiques. On a la renouée du Japon, seule dans sa catégorie, qui se multiplie par voie végétative. On a d'autres espèces comme l'impatiente de l'Himalaya, connue parmi les fleurs de Bach, et d'autres. Donc finalement, en vue de l'état de l'art, on s'est concentré sur 3 espèces cibles, dont l'ambroisie à feuilles d'armoise, qui présente vraiment un intérêt sur tous les fronts, à la fois sur ce qu'elle contient, sur son impact sur la biodiversité et surtout sur la santé humaine. Une espèce donc très allergisante comme on l'a vu, la renouée du Japon et également le solidage du Canada qui était très bien géré et suivi sur les années également au sein de la Savoie et de la Haute-Savoie. Donc on a adapté les plannings en fonction de ce qu'on voulait regarder à l'intérieur de la plante et on s'est posé des premiers questionnements à savoir de quoi elles étaient constituées. Alors, les principales molécules, donc sur la diapo suivante, qui sont présentes et répertoriées dans la littérature,
on retrouve des terpènes et des polyphénols. Alors des terpènes avec les sesquiterpènes lactones qui sont connus justement et associés avec le caractère allergisant de la plante, et d'autres molécules qui vont avoir un intérêt, donc plutôt des métabolites secondaires, comme on les appelle, qui vont entrer dans des processus plutôt de défense de ces mécanismes-là et pas directement pour le développement de la plante. Et on a des applications ancestrales l'ambroisie présente des vertus qui vont être émollientes, antiparasitaires, anti-inflammatoires. Donc déjà beaucoup de choses. Alors, au sein du laboratoire, on a mis en place une méthodologie de travail. On a récolté cette plante à différents lieux sur le territoire. On a séparé les différents organes de cette plante-là. Donc, on a séparé les feuilles, les tiges, etc. Donc, on intervient toujours avant la période de pollen pour éviter justement ce risque de propagation. On transporte notre matière dans des sacs plastiques. On stocke cette matière soit de manière à l'air libre, soit au congélateur, car on peut déjà avoir une influence sur la composition chimique. Ensuite, on va broyer notre matière et on va utiliser différents procédés d'extraction au laboratoire qui sont soit des techniques qui vont être, on va dire, plus traditionnelles et d'autres plus innovantes comme le CO2 supercritique. Donc le tout, et l'objectif principal de ces travaux, c'est vraiment d'évaluer la richesse des molécules présentes dans les différents extraits, donc à travers des techniques de chromatographie ou de spectrométrie de masse. Et également, en vue de toujours cette voie de valorisation, on va réaliser des tests d'activité qui peuvent être des activités de type antioxydant ou des activités, ici j'ai noté criblage enzymatique, pour des activités plutôt dans la dermocosmétique. Donc finalement, si on résume le projet, donc à travers cette illustration, ce dessin qui a été réalisé par Pierre-Alexis Letiche, on a donc des grands thèmes. On a donc la partie récolte sur le projet, donc en concertation toujours avec les gestionnaires, avec leurs retours d'expérience qui sont très importants et sans quoi nous ne pourrions pas avancer dans nos recherches. On récupère cette matière, on la stocke, on la broie, et on l'analyse. On l'extrait, on l'analyse. Et le but est vraiment de comprendre tous les paramètres qui vont influencer la composition chimique de cette plante, c'est-à-dire la localisation, son stade de développement. Ça peut être également la manière de broyer, ça peut être où elle se situe, proche de, par exemple, d'un stress, une voie, une route, ça peut être sur un terrain agricole, etc. Et le but va vraiment être de trouver une voie de valorisation à ces déchets problématiques et de répondre, d'appréhender toutes les difficultés qu'il y a et de proposer des alternatives, de nouvelles alternatives pour les gestionnaires qui pourront adapter leurs méthodes en vue de cette voie de valorisation. Voilà, je vous remercie à tous pour votre attention et puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Oui, il va y en avoir, je pense. Donc vous restez avec nous, je me retourne vers Alice. Il en a deux questions. Oui. Donc, pourquoi valoriser et pas détruire l'ambroisie? Est-ce que ça ne présente pas un risque de culture de la plante et donc de dissémination? Alors oui, effectivement, c'est toujours une grande question qui est revenue, même au démarrage avec les différents gestionnaires. Donc le but, c'est vraiment d'utiliser les déchets issus de la gestion, mais de ne bien sûr pas cultiver la plante en vue de cette valorisation. Si on regarde déjà le nombre d'espèces qu'il y a à traiter, il y a toujours de matière à utiliser, et le but, c'est vraiment justement l'étude, par exemple, que je fais dans mon projet, et l'étude principalement de la localité. Et c'est justement cet aspect-là, récupérer à différents endroits et rassembler pour voir si on peut traiter la matière entière et voir si on arrive à obtenir les activités qui correspondent, etc. Mais bien entendu, le but n'est pas du tout
de commercialiser ça, mais plutôt d'utiliser les existants et de trouver un exutoire finalement à ces espèces qui bien souvent n'en ont pas et où la gestion de ces rémanents est difficile et c'est surtout ça qu'on cherche à faire. Alice, une autre question? Oui. Quelle valorisation semble être possible au final? Quels produits valorisés peuvent être produits? Alors en fait, parmi toutes les techniques d'extraction que j'ai présentées, on a des extraits qui vont être soit des huiles essentielles, soit des hydrolats, et on a également des extraits, on va dire, issus de solvants verts qui ont été testés, et on a pour l'instant des résultats qui sont très encourageants en termes d'antioxydants. Donc c'est généralement, c'est vrai qu'au niveau des plantes, c'est pas une surprise, on a vraiment des métabolites qui aident à ce caractère-là et qui peuvent être déjà utilisés pour ces propriétés. Et on a également cet aspect de criblage enzymatique où on a eu des réponses qui sont je peux pas dire quelles enzymes on regarde parce que les résultats sont pas encore publiés. C'est vrai qu'en recherche, on fait attention à cela. Mais en tout cas, on a des choses qui sont très prometteuses et qui, j'espère, voilà, je pourrais vous montrer assez rapidement. Alors, il y a encore une question, Alice. Oui. En dermocosmétique. Une dernière question. Que se passera-t-il pour la chaîne de valorisation mise en place lorsque la ressource aura, on l'espère un jour, disparu? Eh bien, moi aussi, j'espère que tout cela va mener à l'entière disparition de l'ambroisie. C'est ce pourquoi on se réunit et on espère tous cela. Eh bien, on passera peut-être à une autre plante problématique, car comme je vous l'ai dit, sur le territoire, c'est vrai qu'au démarrage, on a une centaine d'espèces qui sont présentes. Et après, on aimerait d'ailleurs toutes pouvoir les regarder. Et on essaie de cibler justement avec les impacts qu'elles ont. Et c'est vrai que l'ambroisie était ressortie, déjà très bien suivie avec les années, donc des bonnes cartographies, des gens bien sensibilisés et formés à la reconnaissance de la plante. Et c'est vrai qu'on en a d'autres. On a aussi la renouée du Japon, on a le solidage, mais les 12 pourraient être regardées. Merci Ivani Quinty. Donc je propose que l'on donne la parole donc à Ivoda, qui va nous parler de la télésurveillance par télédétection. Donc Ivoda, vous êtes ingénieur au Centre national de la recherche scientifique, donc CNRS, du laboratoire Géosciences Environnement à Toulouse, Observatoire Midi-Pyrénées, et vous êtes également enseignant à l'université Paul Sabatier de Toulouse. Donc je ne sais pas si Ivoda est avec nous. Vous nous entendez ? Donc nous allons entendre Ivoda dans un instant. Bonjour, je vais vous présenter des recherches relatives à la détection d'ambroisie. Il s'agit d'un historique de 20 années de travaux menés en région Rhône-Alpes. La détection et l'utilisation de satellites ou de drones pour reconnaître les zones infestées par l'ambroisie à partir d'images. Je n'ai volontairement pas indiqué mon nom sur ce diapositive, car il s'agit d'un travail collectif. En effet, ces recherches n'auraient pu avoir lieu sans la participation d'associations, d'organismes parapublics ou gouvernementaux. Elles ont débuté en 2003 avec l'Association française d'études des ambroisies, qui a été à l'initiative de l'utilisation de la détection pour reconnaître l'ambroisie. Un appui technique est assuré par le Centre national de recherche scientifique et par le Centre national d'études spatiales. La contribution des acteurs locaux, Chambre d'agriculture de l'Isère, Chambre d'agriculture de Savoie-Mont-Blanc, du Septium, de l'ACTA, de la communauté d'agglomération du Pays Viennois, de la communauté de communes du Val-de-Drôme, la contribution d'organismes régionaux, Conseil régional du Rhône, Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, ont été essentielles. N'oublions pas le réseau national de surveillance aérobiologique et Météo France, qui joue aussi un rôle important.
Alors, pour détecter l'ambroisie sur des images enregistrées à partir d'un satellite, il faut distinguer cette plante des cultures qu'elle infeste et du sol nu. Plus la surface couverte par la plante est importante, plus sa détection sera facile. Par exemple, sur la photo de gauche, l'ambroisie présente une densité de plantes très élevée. La première étude réalisée a montré que la réflectance de l'ambroisie, c'est-à-dire sa couleur, était différente des cultures. Sur le graphique de droite, la réponse radiométrique de l'ambroisie se distingue nettement de celle d'une pelouse. En 2003, l'analyse d'une première image spot a donné des résultats encourageants. Il était possible de définir grossièrement les zones infestées par l'ambroisie autour de Lyon. Fort de cette expérience, de 2005 à 2007, a été mis en place un protocole sur 6 communes de la région Rhône-Alpes. 2585 parcelles ont été relevées sur le terrain. Pour chacune d'elles a été évalué son niveau d'infestation en fonction du nombre de pieds d'ambroisie par mètre carré. Aucune infestation, 0 pieds. Infestation faible entre 0 et 5 pieds. Infestation moyenne entre 5 et 20 pieds. Infestation élevée, plus de 20 pieds. Les niveaux d'infestation étaient très élevés. Par exemple, en 2005, 93% des parcelles d'estrablin sont infestées. En 2007, 82% des parcelles d'estrablin le sont. Pour reconnaître les zones infestées, il est nécessaire de commencer par reconnaître les cultures, puis les niveaux d'infestation. En 2007, les forts taux d'infestation estrablin permettent de reconnaître dans 74% des cas le niveau d'infestation d'une parcelle, ce qui est très satisfaisant. Sur l'image au centre, le niveau d'infestation prédit apparaît homogène à un tiers des parcelles, ce qui est conforme aux observations de terrain. L'image de droite, cartographiant des parcelles test, montre nettement que la grande majorité des pixels sont verts et correctement classés. Alors, toujours en 2007, une autre expérience est réalisée. Jusqu'à présent, une seule image a été utilisée. Cette fois, 12 images acquises entre juin et septembre sont employées pour analyser une zone située à l'est de Montélimar. 600 parcelles sont inventoriées. Le protocole est identique au précédent en ce qui concerne les relevés de terrain. Le niveau d'infestation d'une parcelle est codé par 4 niveaux. Aucun, faible, moyen, élevé. Les niveaux d'infestation sont correctement détectés dans 87% des cas. Si les niveaux d'infestation faible, moyen, élevé sont confondus pour ne constituer qu'une catégorie, le pourcentage de pixels correctement classés monte à 91%, ce qui est très satisfaisant. Les dernières expériences en cours utilisent les drones. L'avantage est de travailler avec des images beaucoup mieux résolues. Une image satellite possède une résolution de 10 mètres, celle d'un drone de 2,5 cm. Le protocole de relevé de terrain doit donc être modifié par rapport à celui employé pour les images satellites. Relever le niveau d'infestation d'une parcelle n'est plus suffisant. La position de chaque pied d'ambroisie est enregistrée par un GPS différentiel avec une précision centimétrique. Une des difficultés à laquelle nous sommes actuellement confrontés est le faible niveau d'infestation qui rend la reconnaissance très difficile dans cette zone. La toute dernière expérience en cours concerne la niche écologique de l'ambroisie. Les plantes se développent dans certaines régions parce qu'elles sont adaptées aux conditions climatiques. Par exemple, pour se caler sur les saisons, les graines ne germent qu'après une exposition au froid. Pour l'ambroisie, les études indiquent que la graine doit être exposée pendant 3 mois à des températures comprises entre 0 et 4 degrés. En s'appuyant sur les données fournies par Météo France, les parcelles fournies par la plateforme Signalement Ambroisie, nous espérons cartographier les zones propices au développement de l'ambroisie, prévoir sa diffusion, voir sa régression en fonction du changement climatique. En conclusion, la détection offre un ensemble d'outils prometteurs pour la reconnaissance des zones infestées par l'ambroisie. Tous sont encore au stade expérimental, mais en croisant des données satellites,
des données de Drôme, des chroniques climatiques. Il devrait être possible d'affiner les prédictions relatives à la cartographie de cette plante et ainsi d'améliorer la lutte contre sa prolifération. Merci Voda. Alors, en accord avec les organisateurs, pour terminer à l'heure, je vous propose que l'on regroupe l'ensemble des questions des auditeurs après les deux interventions suivantes. Donc, je vais donner la parole à Bruno Chauvel et puis ensuite à Nicolas Desneux et Urs Schaffner. Donc, Bruno Chauvel, bonjour. Bonjour. Je ne vais pas vous présenter puisque vous êtes présenté vous-même ce matin dans la vidéo que nous avons vue. Je rappelle simplement, donc, vous êtes le premier coordinateur de l'Observatoire des ambroisies donc de 2011 à 2016 et vous êtes chercheur à l'INRAE sur le centre de Bourgogne-Franche-Comté et vous allez nous entretenir donc des palettes des solutions agronomiques pour gérer l'ambroisie à feuilles d'armoise dans les systèmes cultivés. Bruno Chauvel, nous vous écoutons. Ok, merci. Donc on va redescendre sur terre par rapport aux propositions précédentes. On va parler donc agronomie. Et qui dit agronomie parle lien avec la biologie de l'espèce, que je rappelle là rapidement dans cette première diapositive. On a affaire à une plante annuelle qui est de la famille des Astéracées. C'est une plante qui est relativement indifférente au type de sol, c'est-à-dire l'agriculteur l'aura sur pratiquement toutes ses parcelles. Et enfin, c'est une plante qui est très tolérante au stress, ce qui veut dire que la plupart des pratiques des agriculteurs voient leur efficacité atténuée grâce à cette tolérance. Sur la diapo suivante, on peut voir que la plante a une germination qui est essentiellement printanière et estivale, c'est-à-dire qu'elle va occuper les cultures d'été, bien entendu, occuper l'interculture, mais aussi va avoir une capacité de germer après les dernières pratiques de l'agriculteur, c'est-à-dire que malgré tout ce qui aura été fait, l'agriculteur peut avoir des ambroisies dans sa parcelle à cause de cette capacité à germer très longtemps. Sur la diapositive suivante, on peut voir que la plante est une plante monoïque. Alors, ça peut paraître un détail, mais le fait qu'elle produise d'abord son pollen et ensuite ses semences, c'est particulièrement problématique pour l'efficacité de certaines pratiques. La production de semences pour une mauvaise herbe n'est pas énorme, hein, c'est environ 1500 semences, mais la durée de vie dans les sols est très longue. Et donc, ça compense cette relativement faible production de semences. Sur la diapo suivante, j'ai mis en gros les différentes possibilités que l'on a de gérer l'ambroisie pendant la période de culture en vert, pendant la période d'interculture que j'ai appelée période d'entretien, et avant le semi-culture que j'ai appelé gestion préventive. Donc, on peut voir, si on passe à l'animation suivante, que les deux grandes pratiques de gestion de l'ambroisie, que sont le désherbage chimique et le désherbage mécanique, sont efficaces sur les trois périodes. Pour autant, il existe un petit trou que j'ai marqué en tiré ici pour le désherbage chimique et pour le travail du sol. C'est la période pendant laquelle la culture s'est refermée. On ne peut plus agir et pourtant la plante se développe, elle pousse, elle fait du pollen et des graines et là c'est un petit peu plus compliqué. Donc il y a des méthodes qui peuvent aller chercher cette phase tardive que j'ai appelée SIMAGE ici, mais son efficacité reste encore hautement à discuter. Sur la diapo suivante, on va d'abord commencer par le désherbage chimique. Bon, c'est la méthode la plus utilisée encore aujourd'hui. Elle reste très efficace en grande culture, avec une efficacité un petit peu moins forte dans les cultures estivales, là où l'ambroisie est la plus présente, ce qui évidemment est problématique avec le tournesol qui, faisant partie de la même famille botanique, cela diminue beaucoup la sélectivité des herbicides, donc une moindre efficacité. Pendant la période d'interculture, les herbicides restent encore très efficaces, mais ces herbicides, l'utilisation de ces herbicides est fortement remis en cause aujourd'hui, en particulier le glyphosate, ce qui fait que ces solutions pourraient disparaître à plus ou moins court terme. Sur la diapo suivante, je vous ai proposé les évolutions qui étaient apparues pendant la période de l'Observatoire de l'ambroisie, pendant ces 10 dernières années. Ce sont des variétés de tournesol issues de la mutagénèse. Ça permet de rendre mon tournesol, qui était écrit en rouge tout à l'heure, en orange ou en vert, donc ça devient efficace, mais il y a un risque de sélection d'ambroisie qui est extrêmement important, qui est indiqué sur la carte à côté. Alors, ce sont des points verts, il n'y en a pas beaucoup. L'ambroisie est encore sous contrôle, mais néanmoins, le risque est bien là. D'autre part, ces variétés issues de la mutagénèse, nous l'avons démontré rapidement, provoquent une surutilisation d'herbicides, ce qui, d'un point de vue environnemental, n'est pas souhaitable. Et en plus, ça peut s'attaquer à la diversité des communautés de mauvaises herbes auxquelles on veille aussi dans nos travaux. Enfin, dernier point, ces variétés sont
sont sous le coup d'une interdiction demandée par le Conseil d'État, donc on ne connaît pas leur avenir pour le moment. Sur la diapositive suivante, j'indique les dernières évolutions en termes de gestion pendant la période d'interculture. Il y a des herbicides, des molécules naturelles qui sont apparues, acide pélargonique, acide acétique, mais pour le moment, leur coût est élevé, l'efficacité est très aléatoire, donc on n'a pas grand-chose de nouveau d'efficace. Pour en terminer avec le chimique, je dirais que les solutions chimiques sont non durables à moyen terme si elles sont utilisées seules et qu'il faut absolument trouver d'autres solutions en complément, biologiques ou mécaniques, surtout que les molécules qui marchent pourraient être retirées pour d'autres raisons. Celles qui pointent leur nez, chlorure de sodium et magnésium, restent encore totalement à démontrer, à valider comme solution pour le moment. Sur la diapositive suivante, j'aborde le désherbage mécanique, donc, qui est la pratique la plus ancienne, sur laquelle on a le plus de connaissances. Il existe aujourd'hui de nombreux outils, bineuses, herses, roues, qui s'adaptent à tous les types de sols. Le guidage satellite rend la précision du désherbage de plus en plus grande. Néanmoins, ce désherbage mécanique nécessite des conditions favorables et avec les changements climatiques, ces conditions se font un petit peu aléatoires de temps en temps. Il y a le problème du désherbage sur le rang. Alors, des outils existent, comme l'étoile que vous pouvez voir là en diapositive, mais là aussi, on se trouve confronté à la tolérance de l'ambroisie, c'est-à-dire la racine pivot de la plante l'accroche particulièrement bien au sol, et du coup, ces outils peuvent se montrer un petit peu moins efficaces. Sur la diapo suivante, vous avez le désherbage mécanique pendant la période d'interculture. Donc là, il n'y a pas de spécificité ambroisie. Tout est efficace, tout peut très bien marcher. Les instituts recommandent des passages croisés pour déstabiliser le plus possible la plante. La problématique, là, elle vient plus d'un conflit avec l'obligation de mettre en place des couverts pour des raisons environnementales qui font que, quelquefois, le désherbage en interculture peut se révéler insuffisant ou trop tardif pour pouvoir gérer la plante. Sur la diapo qui suit, j'essaie de faire une synthèse en parlant de désherbage agronomique. Donc à gauche, à droite du tableau, vous avez l'ambroisie qui va apparaître, je pense bientôt sur vos écrans, avec, vous voyez, peu de carrés en vert, ce qui fait que globalement, il n'y a pas de solution miracle pour gérer l'ambroisie. Mais c'est l'ensemble des pratiques additionnées les unes aux autres qui permet d'avoir une efficacité correcte et qui permet donc de gérer la plante sans désherbage. Vous avez la même chose sur le soja dans le tableau qui est en dessous. Là aussi, il n'y a peut-être pas que du vert, mais globalement, l'ensemble des pratiques mises bout à bout permettent d'avoir une gestion correcte de la plante. Sur la diapo qui suit, tant qu'elle apparaisse, c'est les nouveautés qui sont apparues récemment pour gérer les mauvaises herbes dans des situations d'interculture. Donc, ce sont des rouleaux. J'espère voir arriver bientôt, voilà. Ce sont des rouleaux très lourds qui ont été développés pour des pratiques d'agriculture de conservation qui vont donc pincer, déchiqueter les plantes et donc limiter leur croissance. Alors, c'est relativement efficace sur les dicotylédones, donc ça marchera sur l'ambroisie. Le défaut de ces outils, c'est qu'ils nécessitent des biomasses importantes et c'est pas tout le temps le cas, en particulier lors des derniers étés où on a eu des étés très secs et donc pas de développement de végétation. Le deuxième problème, c'est que ce sont des outils à usage très tardif. Or, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ambroisie produit son pollen très tôt, ce qui nécessite des actions précoces et qui sont un petit peu en contradiction avec la bonne gestion agronomique. Donc, on est coincé entre la gestion du pollen et la gestion des graines, qui font que des outils qui sont très efficaces comme cela pourraient être utilisés de façon moins efficace. Sur la diapositive suivante, je vais vous parler d'une nouvelle pratique développée par les agriculteurs, qui sont des pratiques de mise en place de couverts. Alors, avec soit des couverts qu'on appelle les couverts relais cropping qui sont mis juste après le semis ou juste avant la récolte qui permettent une couverture, mais là la plante est déjà développée, ou il peut y avoir aussi des plantes de couverts permanents, comme sur la photo, avec un tournesol semé avec du trèfle, ce qui permet de limiter complètement le contrôle de l'ambroisie, d'augmenter le contrôle de l'ambroisie. Par contre, on se retrouve face à un autre problème, c'est qu'il faut gérer le trèfle qui est présent dans ces cultures. Et là aussi, les outils, pour le moment, ne sont pas très nombreux et c'est une technicité très forte qu'a besoin l'agriculteur pour pouvoir mener conjointement ces deux cultures. Sur la diapositive suivante, ce sont les méthodes innovantes qui existent aujourd'hui. Alors, les cimages, on a
des données très contradictoires dessus. On parle de solutions du moins pire, donc c'est-à-dire que c'est pas tout à fait au point pour le moment. Le désherbage électrique est en train de se développer, mais il reste encore à prouver qu'il n'y a pas de conséquences environnementales fortes, mais ça pourrait être un outil pour les années futures. Dans la diapo qui suit, je reviens en gros sur la stratégie globale qui est d'empêcher l'ambroisie de s'installer sur les parcelles. C'est là où réside un petit peu le secret. Donc, il faut des rotations qui sont longues, des herbicides qui soient utilisés au bon moment et à bon escient, avec des pratiques culturales mécaniques qui puissent gérer tout ça. Il faut une pression constante et limiter le plus possible le retour au stock de semences. Le labour est un outil à utiliser avec précaution, il peut être quelquefois défavorable. La gestion de l'interculture doit être la plus stricte possible, mais c'est facile à dire et pas toujours facile à faire. Et enfin, il faut limiter et interdire toutes les pratiques à risque, comme les jachères florales, et essayer d'espacer le plus possible des cultures les mal contrôlées, comme le tournesol. Mais là aussi, c'est compliqué d'un point de vue économique pour les agriculteurs. Dans la diapo suivante, j'évoque le fait que est-ce qu'on peut gérer l'ambroisie dans un cadre agroécologique, c'est-à-dire est-ce qu'il est possible de favoriser les relations biologiques. On en a vu assez peu d'un point de vue naturel, mais un exposé qui va suivre juste après vous montrera des solutions intéressantes. L'idéal, ce serait d'accepter et tolérer la présence de l'ambroisie, mais ça, c'est compliqué. Une acceptation sociale et un problème de santé publique qui rend cet enjeu difficile à atteindre. Et enfin, la gestion de l'ambroisie s'inscrit dans une gestion globale des communautés de mauvaises herbes, avec à la fois une nécessité de contrôle, mais aussi une nécessité de conservation de la diversité de ces populations. Dans ma dernière diapositive, qui suit juste après, la conclusion qu'on peut dire de tout ça, c'est que la gestion de l'ambroisie la plus efficace, c'est une gestion territorialisée, qu'il faut venir en aide aux agriculteurs en difficulté, et que tout système de localisation précoce de ces populations peut vraiment aider. Depuis que l'observatoire a été mis au point, il y a maintenant est né, on a vu beaucoup d'informations apparaître d'un point de vue agricole sur les sites internet de Terrenovia, d'Arvalis, des champs d'agriculture, sur le site d'observatoire et aussi auprès des mairies. Donc en fait, plein de solutions pour gérer l'ambroisie au cours de ces prochaines années. Merci bien. Merci à vous, Bruno Chauvel. Donc, vous restez avec nous comme Yves Audin. Nous allons donner la parole donc à Nicolas Desneux et Urs Schaffner. Et ensuite, nous prendrons toutes les questions concernant vos trois exposés, si vous en êtes d'accord. Donc, Nicolas Desneux, vous êtes directeur de recherche à l'Université Côte d'Azur INRAE-CNRS. Et avec vous, Urs Schaffner. Donc, Urs Schaffner, vous me corrigez si je me trompe, si je dis une bêtise, mais vous êtes responsable de la gestion des écosystèmes au sein du CAB international ou CABI, qui est une organisation qui a été créée en 1910 sous le nom de Commonwealth Agricultural Bureau. C'est cela? C'est parfait. Bon, messieurs, vous avez la parole. Nous vous écoutons donc pour nous parler de la lutte biologique contre l'ambroisie et les perspectives notamment pour la France. Je ne sais pas lequel de vous commence. C'est Urs qui va commencer. Alors, Urs Schaffner. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous et merci pour la présentation. Est-ce que je vais dire le prochain? Ah, voilà. Donc, quand on parle de la lutte biologique, donc on distingue trois types. C'est la lutte biologique par conservation, c'est l'aménagement des habitats pour promouvoir la densité des éléments naturels qui sont déjà présents. On parle de la lutte biologique inondative, où on fait des lâchers d'ennemis naturels en grand nombre au moment clé de la saison. Et puis là, donc, ça nécessite vraiment une production de masse de l'agent de la lutte biologique. Et puis surtout la lutte biologique classique, où on fait une introduction d'un agent de lutte biologique exotique de la région d'origine d'une plante envahissante, par exemple. Et on espère qu'on aura un effet durable et permanent après l'installation de l'agent de lutte biologique. Dans notre présentation, quand on parle de la lutte biologique contre l'ambroisie, on parle surtout de la lutte biologique classique, mais aussi de la lutte biologique inondative. Le diapo prochaine, s'il vous plaît. Voilà. Donc, la lutte biologique contre l'ambroisie, elle est quand même une histoire assez longue. En fait, c'était l'espèce cible pour le premier projet de la lutte biologique contre une mauvaise herbe en Europe dans les années 1960. Mais on a aussi des projets dans la lutte biologique contre l'ambroisie en Australie et en Asie, Japon et Chine.
Donc, en Australie, donc, on travaille surtout avec l'épidoptère qui s'appelle Epiblemma strenuana, qui a été lâché en 1984. Et puis, en Chine, on utilise 2 espèces, aussi l'Epiblemma strenuana. Et en plus, on utilise l'Ophrelle communa. C'est une coléoptère qui a été introduite accidentellement en Chine. Dia prochaine, s'il vous plaît. Voilà. Donc, bon, dans les années 2013 jusqu'à 2017, donc on avait ce projet européen qui s'appelait SMARTER, Sustainable Management of Ambrosia artemisifolia en Europe. Et puis dans ce projet, donc on a essayé de développer des solutions à long terme durables pour la gestion de l'ambroisie en Europe. Donc, on a aussi essayé de faire des estimations des efficacités des différentes méthodes et des coûts pour les réduire les impacts de l'ambroisie. Et on a surtout fait des examinations des différentes possibilités de la lutte biologique contre cette espèce en Europe. Vous voyez, donc, on a identifié quelques espèces comme agents de lutte biologique, entre autres aussi l'Ophrelle slopotkini. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais c'est une espèce aussi exotique, donc elle fait l'origine de l'Amérique du Nord, et puis elle est très spécifique, elle vraiment que l'ambroisie. La prochaine. Et donc 5 mois après le départ de ce projet SMARTER, donc on a entendu qu'il y a un petit chrysomèle qui bouffe l'ambroisie dans le nord de l'Italie, donc dans la région de Milan. Et puis, on a identifié cette espèce comme l'Ophrelle commune. Alors, c'est l'espèce, en fait, qu'on a déjà utilisée en Chine pour la lutte biologique contre l'ambroisie. Et vous voyez donc les points, donc, jaunes. Donc, alors, donc, on a trouvé, donc, surtout la région de Milan 2013, 2014. Et puis, ces dernières années, donc, on a aussi identifié l'espèce maintenant dans les pays, donc, à l'Est, Slovénie, Croatie, Hongrie et Roumanie. Je pense pour l'instant, on n'a toujours pas de record de la France. Ce qui est important de savoir, c'est qu'en Italie du Nord, donc cette espèce passe plusieurs générations par an, et puis ça permet de augmenter des densités importantes pour avoir vraiment un effet sur l'ambroisie. La prochaine. Voilà. Donc, ce qu'on a trouvé donc dans la région de Milan, c'est depuis l'établissement de cette bestiole, donc on a une réduction forte des pollens dans l'air, et puis donc une réduction de plus que 80%. Donc, on a utilisé ces données pour estimer quel est l'effet de cette espèce d'Ophrelle communa une fois qu'elle s'est établie dans toutes les régions avec des conditions climatiques favorables en Europe. Et puis, on a estimé donc que cette espèce peut réduire donc les frais annuels de santé pour l'Europe à peu près 1 milliard d'euros. On a aussi commencé à faire des tests de spécificité donc pour évaluer les risques liés à la présence de Ophrelle communa. On a fait plusieurs tests avec le tournesol, aussi on a fait des tests avec des plantes indigènes. Et pour l'instant, on voit très peu de risques. Donc, il faut dire que normalement, donc, on fait tous ces tests avant qu'on lâche un insecte pour la lutte biologique. Comme c'est une espèce qui a été introduite aussi accidentellement en Europe, donc il faut maintenant faire les tests après. Bon, alors, je passe la parole à Nicolas. Ok, merci Urs. Donc oui. Ok, merci. Donc suite à la détection d'Ophrella communa en Italie et en Suisse, l'ANSES a été saisi sur cette question pour évaluer les risques et les bénéfices potentiels à une entrée d'Ophrella communa en France. Donc j'ai participé à un de ces groupes de travail. Et en fait, dans ces analyses, en fait, on a mis en évidence qu'une entrée était très probable en France via l'Italie, qu'on aurait aussi un établissement permanent parce qu'on a des écozones qui sont similaires. En ce qui concerne les risques, ils ont été estimés à minime sur la faune non cible et les plantes cultivées et qu'elles ne nécessiteraient pas normalement de gestion spécifique. Et puis en ce qui concerne les bénéfices, en fait, il est ressorti que la lutte biologique basée sur Ophrella communa permettrait de réduire d'environ 50% les risques d'allergie. Et puis, on aura aussi une baisse de 75 à 85% des coûts de santé associés. Donc, diapositive suivante. Donc, suite à
à ces 2 GT conduits par l'ANSES. Voilà. Donc, il y a un comité d'experts spécialisés, donc le CES Santé des végétaux, donc de l'ANSES, qui a émis divers recommandations par rapport à l'utilisation possible d'Ophrela comuna. Donc, il a été identifié 3 types de luttes qui pourraient être mises en place. Donc, la première, c'est une lutte biologique classique, dont je ne vais pas tout détailler, vu que Urs l'a déjà fait. Mais donc, une lutte biologique classique où Ophrela comuna pourrait s'établir durablement. On pourrait faire aussi de la lutte biologique classique multipoint en ciblant des zones de front de colonisation. Ça permettrait de réduire les risques de nouvelles allergies. Et puis, ça devrait être couplé à de la lutte biologique inondative dans des zones fortement infestées ou alors dans des endroits où Ophrela comuna ne peut pas s'établir facilement. En effet, pour qu'Ophrela comuna soit efficace contre l'ambroisie, il faut soit qu'on ait 3 générations d'Ophrela comuna par an, soit qu'on ait des lâchers inondatifs, c'est-à-dire qu'il faut des fortes densités. Donc sur la carte que vous avez là à droite, vous avez en vert la distribution théorique de l'ambroisie, et puis en rouge et rose, vous avez la distribution théorique d'Ophrela comuna. On voit que ça ne superpose pas complètement. Ça veut dire qu'il y a des zones où Ophrela comuna ne pourra pas s'établir de façon durable. Et donc, dans ce cadre-là, il faudra procéder à des lâchers inondatifs tous les ans pour réussir à contrôler l'ambroisie. Donc, diapositive suivante. Voilà, donc dans ce contexte-là, on est en train de construire un projet de lutte biologique en France contre Ophrela comuna. Voilà. Donc ce projet, il passe par 4 étapes. Une première étape où on introduira Ophrela comuna en France en conditions de labo, en confinement, pour mener des tests. Donc, notamment dans une deuxième étape des tests de spécificité. Donc là, ça sera des tests qui seront réalisés en collaboration avec le CIS-Aéro. Donc CIS-Aéro, c'est le laboratoire expert sur la lutte biologique contre les plantes envahissantes. Donc il y a un laboratoire basé à Montpellier. Et on pourra aussi bénéficier des données du projet Cost Smarter sur la gamme d'hôtes d'Ophrela comuna, ainsi que des analyses qui ont été réalisées dans le cadre des rapports ANSES. Après, on passera à une 3e étape qui concernera la production de masse d'Ophrela comuna, et puis l'établissement de plans de déploiement pour la lutte biologique contre l'ambroisie. Donc ça, c'est un travail qui sera réalisé en collaboration avec l'Académie des sciences d'agriculture chinoise, parce qu'en fait, ils ont mené une lutte biologique contre l'ambroisie depuis 2008 de façon extrêmement efficace avec Ophrela comuna, comme l'a indiqué Urs un peu avant. Et enfin, une 4e étape qui visera à déployer donc Ophrela comuna dans les zones qui sont ciblées. Donc, diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, en ce qui concerne l'étape 2, donc les tests de spécificité d'Ophrela comuna, on a déjà des données qui proviennent du Cost Smarter, donc notamment en ce qui concerne l'évaluation des risques sur le tournesol. Donc, on a des tests qui ont été réalisés en plein champ pendant 2 ans, donc sur 4 sites avec 3 cohortes étudiées, donc les 3 cohortes d'Ophrela comuna au cours de la saison, donc début mai, juillet et début septembre. On a plusieurs variétés de tournesol qui ont été testées. Et dans l'ensemble de ces tests, en fait, on a observé uniquement des marques de nourrissage début septembre, donc parce que l'ambroisie avait été éliminée. Et globalement, pas de risque pour les rendements de production d'huile. Voilà. En ce qui concerne la gamme d'hôtes à droite, gamme d'hôtes donc d'Ophrela comuna, dans ce cadre de ce projet, il y a donc 18 populations de 9 espèces natives non cibles, donc notamment des inulés qui ont été suivies pendant 2 ans dans le nord de l'Italie et le sud de la Suisse. Et donc, lorsqu'on a la présence d'ambroisie plus Ophrela comuna dans un rayon de 5 km au niveau de ces populations non cibles qui sont suivies, en fait, on a observé un seul adulte sur ces non cibles et aucun œuf et aucune larve. Donc, diapositive suivante. Voilà. Donc, si les tests de spécificité sont concluants, donc on aura l'autorisation de lâcher l'insecte dans les zones où on a beaucoup d'ambroisie, enfin les zones qu'on va cibler. Donc c'est ce que j'appelle le déploiement en fait. Donc on ciblerait 2 types de zones en particulier. Donc des zones fortement infestées avec des lâchers inondatifs, donc avec des méthodes qui seraient inspirées de celles développées par l'Académie des sciences. Donc là on gagnerait beaucoup de temps. Et puis on ciblerait aussi les zones de front de colonisation via des lâchers inoculatifs notamment. Donc on définira les zones à prioriser bien évidemment avec les partenaires, par exemple tous les ARS. Les structures impliquées dans la lutte de terrain contre l'ambroisie seront bien entendu invitées à participer, donc Fredon, Chambre d'agriculture, mais c'est non exclusif.
Et puis, un plan de suivi post-lâcher, en fait, sera mis en place pour collecter des données quant à l'efficacité et le devenir d'Ofrella Comuna dans les zones de lâcher. Donc, ce serait couplé aussi à de la modélisation. Voilà, et j'en ai fini, donc on va pouvoir passer aux questions. Merci. Nicolas Desneux, merci Urs Schaffner. Alors, Alice, effectivement, les questions, donc, et en précisant à qui elles s'adressent, puisque on groupe les 3 dernières séquences. Alice. Oui, alors nous avons une première question pour Ivoda. Donc, pour la télédétection, il y a le frein de la propriété privée a été remonté. On ne peut pas survoler des parcelles sans l'autorisation des propriétaires. Est-ce que le problème se rencontre aussi pour la détection par satellite? Ivoda. Attendez, on ne vous entend pas. Vous avez éteint votre micro, je pense. Non, on ne vous entend toujours pas. Ce que je vous propose, Ivoda, le temps de régler ce problème sonore, on prend une autre question et vous répondrez à la question dans un instant. Allez-y, ça doit être bon là. Non. Alors Alice, peut-être une autre question et oui. on reposera la question tout à l'heure à Ivoda. Pour Bruno Chauvel, l'étude de l'effet des semis directs a-t-elle été faite? Le maintien d'un couvert végétal suffisamment développé, environ 7 cm, permet-elle de limiter la levée de l'ambroisie? Alors, en ce qui concerne le semis direct, il y a des éléments positifs et négatifs. La présence d'un couvert va certainement fortement limiter l'ambroisie. Donc ça, c'est le côté positif. Le côté négatif, c'est que c'est une plante qui va très bien s'adapter à l'absence de travail du sol. Donc, elle ne sera pas défavorisée par cette absence de travail du sol. Donc ça c'est un peu plus gênant. On reprend un autre côté positif, c'est dire que le stock de semences sera uniquement dans les horizons de surface. Donc, s'il y a une population d'ambroisie qui s'installe, on pourra s'en débarrasser très rapidement. Donc ça, c'est assez positif. Et le dernier point, un petit coup négatif pour terminer, je dirais que malheureusement, on a observé pas mal de parcelles où l'ambroisie avait été introduite avec les couverts qui sont mis par ces agriculteurs-là. Toutes les semences utilisées ne sont pas traitées, donc il peut y avoir des graines d'ambroisie à découvert. Donc globalement, difficile de répondre à la question. Je dirais qu'il faut rester méfiant sur le développement de l'ambroisie dans les systèmes d'agriculture de conservation. Alice, une autre question? Oui, nous avons beaucoup de questions sur Ofrella Comuna, qui donc pour Urs et pour Nicolas Desneux. Allons-y. Alors, première question, Ofrella Comuna se nourrit des graines d'ambroisie ou de la plante entière? Est-ce qu'elle cible toutes les ambroisies ou seulement la ambroisie à feuilles d'armoise? Donc Ofrella Comuna, elle mange les feuilles. Donc Urs, tu me reprends si je dis des bêtises, et normalement elle cible l'ambroisie à feuilles d'armoise. Urs Schaffner, vous voulez compléter? Non, c'est bon? Oui, je veux vite dire. Si on fait des tests donc de développement, donc on peut donc les larves peuvent se développer sur plusieurs espèces de l'ambroisie. Mais on a vu donc par exemple aux États-Unis, donc on trouve pas l'Ofrella Comuna sur des différentes espèces d'ambroisie. Donc alors dans le terrain, ils sont plus spécifiques dans les tests de spécificité. Alice? Oui, alors pour rebondir, nous avons la question sur la spécificité d'Ofrella Comuna. Est-ce qu'elle ne va pas s'attaquer à d'autres plantes une fois sur le terrain? Et aussi, si l'ambroisie arrive en quantité insuffisante, est-ce que Ofrella Comuna ne va pas être envahissante et attaquer d'autres plantes? Donc, je ne sais pas s'il veut répondre. Ouais. Alors ça, c'est une bonne question. C'est une question qu'on reçoit toujours. Donc, on a maintenant 50 années d'expérience de la lutte biologique contre les plantes envahissantes. On voit qu'avec les tests de spécificité qu'on fait, on peut prédire donc le risque d'attaque d'autres plantes à 99%. Il reste toujours un risque minimal. Donc, on a vraiment des possibilités maintenant de faire des tests de spécificité qui sont super pour
dire donc les risques de l'attaque d'autres espèces. Ce qu'il faut peut-être juste ajouter, les adultes, ils ont quand même une gamme d'hôtes qui est un peu plus large. Donc, des fois, vous voyez des adultes attaquer des plantes qui sont pas proches de l'ambroisie, mais ils peuvent pas pondre les œufs, les larves ne peuvent pas se développer. Donc, ça veut pas dire que l'espèce peut s'établir sur cette plante. Mais les adultes, ils peuvent attaquer d'autres plantes. Ouais. Voilà, et j'ajouterais que ça reste relativement limité. Et de surcroît, on a le recul sur plus de 10 ans d'utilisation d'Ophrella comuna en Chine, où aucun effet notable n'a été observé. Alice? Oui, nous avons une autre question qui porte plus sur le projet. Pouvez-vous repréciser qui porte le projet de lutte biologique? Est-ce l'INRA? Oui, donc ça c'est un travail. On est en train de faire un montage. Hein, donc bien évidemment, ce projet il va nécessiter des financements. Donc on est en cours de montage. Voilà. Quoi. Donc on monte des projets, mais normalement c'est l'INRA qui va porter. Oui. Nous avons une autre question. Est-ce que le réchauffement climatique peut avoir un effet positif sur la distribution de Ophrella comuna? Oui, normalement, avec le réchauffement climatique, on devrait observer un agrandissement de l'aire possible, l'aire de répartition d'Ophrella comuna vers le nord. Pas drastique, mais un petit peu. Je peux peut-être ajouter que malheureusement, on voit aussi un effet positif sur l'ambroisie. Hein. Nous avons une autre question. Quels sont, pour les autres ambroisies Trifid et Aepilis, est-ce que nous avons des autres consommateurs naturels dans leur zone d'origine? Oui, on a. En fait, on a fait déjà des surveilles dans la région native, mais pour l'instant, alors on n'a pas fait un projet de lutte biologique contre ces autres espèces de l'ambroisie. Donc, il y a une espèce d'Epibléma qui a été introduite en Israël c'était aussi une introduction accidentelle. Et puis là, donc, le problème, c'est l'ambroisie confertiflora. Et puis là, donc, ils ont commencé aussi avec un projet de lutte biologique. Avant de prendre une autre question, Bruno Chauvel, peut-être sur la remarque de Urs Schaffner, si j'ai bien compris, qui disait malheureusement il y a un effet positif du réchauffement climatique sur l'ambroisie. Vous pouvez nous dire d'un mot scientifiquement pourquoi? Comme je l'ai montré dans une des diapos, le cycle de l'espèce est particulièrement long, avec une production de semences qui est très tardive, sur les mois de septembre-octobre. Et donc, depuis environ une vingtaine d'années, les gels précoces ont disparu, ce qui fait que ces plantes sont capables de produire des semences beaucoup plus tard dans la saison et progressent peu à peu vers le nord de la France. Donc, c'est en fait la disparition des gels précoces qui empêche la maturité des graines, qui fait que la plante se développe de plus en plus. Et je pense que la progression de l'ambroisie sera malheureusement plus rapide que celle d'Ophrella. Bon, après, comme ils sont très liés l'une à l'autre, l'Ophrella devrait pouvoir suivre, mais l'ambroisie va galoper vite vers le nord. Donc, ça va être compliqué. Alice? Nous avons une autre question. Est-ce que la gestion, pour Bruno Chauvel toujours, est-ce que la gestion de l'ambroisie représente un surplus de travail pour les agriculteurs? Pas cool la question. On peut dire non. On peut dire non parce que la mauvaise herbe, l'ambroisie est en fait une mauvaise herbe qui appartient à une communauté globale. Donc, la gestion des agriculteurs s'applique sur l'ensemble de la communauté. C'est quand il y a une action spécifique de désherbage que là, il peut y avoir un coût supplémentaire. Mais l'agriculteur, normalement, va essayer de gérer l'ensemble de sa communauté pour éviter d'avoir des coûts de passage supplémentaires ou des coûts ou du temps de travail supplémentaire. Il n'y aura un coût supplémentaire que s'il y a un travail spécifique anti-ambroisie, qui peut être réclamé par le préfet ou par des problèmes de voisinage, ainsi de suite. Une autre question, concernant les techniques de lutte, est-ce qu'il y a des spécificités entre les ambroisies à feuilles d'armoise, les ambroisies trifides et l'ambroisie à épilis? Alors, Ambrosia psilostachya, ça doit être celle d'Aepilis, n'est pas présente dans les parcelles cultivées. Elle est actuellement réduite à quelques milieux. On a un petit peu de mal à comprendre pourquoi elle est là et pourquoi elle n'y est pas. Donc, pour le moment, elle n'est pas présente dans les cultures, peut-être quelques vignes où elle a commencé à rentrer dans le sud de la France.
L'ambroisie trifide est une plante très particulière, hein, c'est une plante géante, c'est une plante annuelle qui peut atteindre 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres, 6 mètres de haut, c'est une plante très très particulière qui est plus liée à des milieux humides. Donc d'un côté, je dirais qu'au niveau de la prévention et de la gestion globale, c'est similaire. Après, dans le détail, ce sont des plantes qui nécessitent quand même une gestion un petit peu différente. Dans le cas de l'ambroisie trifide, on peut encore viser, dans certaines parcelles, on peut viser l'éradication, elle est encore jouable, c'est encore tout à fait faisable. Dans le cas d'ambroisie à feuilles d'armoise, c'est beaucoup plus complexe. Mais je dirais qu'elles sont pas trop différentes, mais pas complètement similaires non plus. Nous avons une autre question. D'abord, nous avons la réponse de Monsieur Ivoda que je vais dire à l'oral pour. Donc, merci à lui. Les satellites ne demandent pas d'autorisation de survol, donc il n'y aurait pas ce problème pour les propriétés privées. Nous avons donc une autre question, pardon. Est-ce que Ophrayla comuna est un prédateur naturel de la plante, pardon? Oui, bien entendu. C'est un organisme qu'on retrouve dans la zone native, quoi. Pardon, j'avais mal lu la question. C'est est-ce que Ophrayla comuna a un prédateur naturel? En fait, il y a des prédateurs, qu'ils soient prédateurs ou parasitoïdes, qui attaquent Ophrayla comuna, mais dans la zone native, ils ont pas d'effet majeur, quoi. C'est pas la seule verbulette, quoi. Donc même si Ophrayla comuna est attaqué par des prédateurs ou des parasitoïdes, ça n'affectera pas drastiquement sa population, quoi. Il y a un équilibre qui se créera, c'est tout. D'ailleurs, j'en profite pour répondre à une des questions. Que se passera-t-il lorsque l'ambroisie aura disparu? Et bien, si l'ambroisie disparaît, à mon avis, elle ne disparaîtra pas totalement. Elle sera présente à une faible densité. Et donc, son prédateur, qui sera Ophrayla comuna, sera lui aussi présent à faible densité. Encore une question, Alice? Oui, pour Bruno Chauvel, quelle est la méthode, parmi les méthodes que vous avez pu présenter, qui est la plus efficace contre l'ambroisie? Alors, c'est ce que j'ai expliqué à la fin. Dans l'absolu, il n'y a pas de méthode efficace. Il y a des zones météorologiques, il y a des zones climatiques, pardon, il y a des types de parcelles, il y a des types de rotation. Et c'est en fait l'agriculteur qui lui-même va déterminer la pratique la plus efficace. Je vous rappelle qu'on est une plante annuelle et que si elle ne graine pas, elle va disparaître. Donc, les meilleures pratiques, ce serait d'empêcher les grenaisons. C'est pour ça que les techniques d'essimage pouvaient être autant attirantes au départ, d'un point de vue théorique. Malheureusement, en plus, elles sont pas chimiques, donc il y avait beaucoup d'avantages. Mais malheureusement, elles manquent d'efficacité. Donc, la pratique la plus efficace, c'est l'agriculteur qui ne laissera aucune ambroisie grainer pendant sa période d'interculture. Et ça fera disparaître la plante, doucement. Merci Bruno Chauvel. Peut-être une dernière question? Oui, une dernière question pour Bruno. Qu'en est-il de la modélisation numérique, les modèles régionaux à résolution fine, des sols, végétation et de transport atmosphérique pour prédire le développement de ces espèces? Ouais, je prends un joker tout de suite. On n'a pas grand-chose. Arrêtez de rigoler, mes collègues. La question est quand même traître. Au niveau du transport de semences, c'est un des gros problèmes avec cette espèce, c'est qu'on n'a pas les données. C'est-à-dire pour tous les travaux de modélisation que vous avez cités sur les semences, on n'a pas les données. Par contre, sur les pollens, il y a beaucoup plus de données. Ça a dû être expliqué ce matin avec la possibilité de caractériser les dispersions de pollen grâce aux capteurs mis en place par le RNSA en particulier. Donc sur le pollen, on a pas mal de choses, mais sur les semences, c'est très chaotique comme système. C'est avec un déplacement lié aux moissonneuses batteuses, à des inondations, enfin à des phénomènes très différents qui fait que la modélisation n'est pas tout à fait encore possible, mais il suffirait d'acquérir des données pour pouvoir faire cette modélisation. Alors encore une dernière question, Alice. Donc ça sera une question pour Vanille. Donc, quelles techniques de collecte des espèces végétales ont été développées pour récupérer la matière première?
Alors en fait, c'était des techniques du coup qui étaient déjà mises en place par les gestionnaires et on était plutôt sur de l'arrachage manuel parce que c'est vrai que nous on voulait regarder un petit peu aussi ce qui se cache à l'intérieur des racines et sinon c'était des déchets issus du fauchage. Alors, avant de vous demander peut-être l'idée clé que vous souhaiteriez que l'on retienne, une dernière question, peut-être à Bruno Chauvel, mais les autres, vous pouvez répondre. Animant des débats dans d'autres domaines, il est fréquent que les chercheurs pointent la tyrannie, en quelque sorte, de la recherche appliquée et du résultat court terme. Or, on sait l'importance de la recherche fondamentale. Est-ce que de ce point de vue-là, Bruno Chauvel, votre domaine d'activité est relativement préservé ou subissez-vous également ce type de pression? Bruno Chauvel. Disons qu'il ne faut pas voir les choses exactement dans ces directions. Actuellement, la gestion des communautés de mauvaises herbes est liée à une question majeure. Est-ce qu'on peut se passer des herbicides? C'est ça, en gros, qui guide la recherche. C'est-à-dire comment on va pouvoir éviter d'utiliser ces produits qui aujourd'hui sont rejetés par la société. On s'aperçoit que c'est pas évident parce que l'autre pratique qui s'impose, c'est le travail du sol. Et je vous ai montré que l'ambroisie est particulièrement bien adaptée au travail du sol. Et c'est pour ça que les outils qui pourraient sortir de la lutte biologique sont forcément les bienvenus, surtout qu'ils seront les seuls applicables sur certains milieux comme les bords de rivière où on peut mettre ni herbicide ni mettre un tracteur avec un outil. Donc c'est l'ensemble des trois systèmes qui pourra gérer ça. Peut-être dans certains endroits la lutte biologique n'aura aucun intérêt, seules les pratiques agronomiques feront le taf. Dans d'autres côtés, seule la lutte biologique apportera une solution. Donc c'est territorialisé et ce sera décidé par les décideurs locaux qui connaissent le mieux la situation. Merci. Alors, une toute dernière question. Une dernière question. Que pensez-vous du pâturage de l'ambroisie par des brebis qui, gestion en plein été dans le Lot, marche depuis 4 ans sur parcelle agriculture bio Luzerne? On va dire que c'est de la lutte biologique. Je vais laisser ça à mes collègues. Alors, d'un mot, l'idée que vous souhaiteriez que l'on retienne, Vanny Quinty, on commence avec vous. Moi, je dirais peut-être nouvelle voie de gestion, enfin, plutôt dans ces termes-là, parce que notre but, en tout cas, est vraiment d'aller explorer le potentiel de valorisation chimique de ces espèces exotiques envahissantes, et toujours, bien entendu, en association avec les différents gestionnaires impliqués, les connaissances qu'on possède de la plante. Et pour moi, voilà, je pense que c'est l'ensemble de tous les acteurs qui fait qu'on avance et où on trouve des solutions. Merci Vanny Quinty. Alors Ivoda, peut-être que vous pouvez nous envoyer votre conclusion à défaut de vous entendre et en attendant de la recevoir. Bruno Chauvel, même question. Mettre en place tous les leviers possibles de gestion, dont les moutons, question auxquelles je n'ai pas répondu, mais qui peuvent être utilisables dans certaines zones en particulier. Donc pourquoi pas? Donc, tous les leviers pour pouvoir gérer la plante. Nicolas Desneux. Donc je rejoins en fait ce que disait Bruno. Bon, bien sûr, la lutte biologique va nous aider pour lutter contre l'ambroisie. Elle va permettre d'atteindre des zones qui sont inaccessibles par ailleurs. Et en fait, la découverte de Frela Comuna en Italie et en Suisse et l'impact que ça a eu sur les colonies, enfin sur la concentration des pollens d'ambroisie dans l'air, c'est vraiment très encourageant. Donc je pense que vraiment on a une bonne opportunité pour améliorer significativement la situation en France. Urs Schaffner. Oui, en fait, je pense que Bruno et Nico, ils ont déjà dit ce que je voulais dire. C'est juste ajouter que la lutte biologique c'est pas vraiment bien connu en Europe pour l'instant, surtout la lutte biologique contre les plantes envahissantes. Mais il faut quand même considérer que c'est une méthode qui est bien établie dans différentes parties du monde, en Amérique du Nord, en Australie, en Afrique du Sud. Donc, on a beaucoup d'expérience. Et puis, il faut peut-être juste parler un peu de cette méthode. Et puis, pour moi aussi, en fait, c'est juste une méthode supplémentaire dans la lutte intégrée contre une plante envahissante. C'est une méthode importante dans la lutte intégrée. Alors, on a reçu peut-être la conclusion de Ivoda. Merci infiniment, Ivoda. On va la lire. Donc, le mot de Ivoda est la collaboration entre tous les acteurs. Merci à vous tous.